Poussin est pour la France ce que Raphaël est pour l'Italie, un ordonnateur. Mais tandis que Raphaël est situé au centre de la seule peinture, c'est toute la pensée, toute la sensibilité française qui a chez Poussin ses équivalences ou ses signes. Ce peintre rationnel est bien le contemporain de Descartes, mais son univers est aussi celui de Racine, d'un Racine qui n'aurait pas misé presque complètement sur l'amour. La jeune femme de la sainte famille Whitcomb, penchée sans affaîterie sur le robuste enfant, la sandale appuyée contre un trépied antique où le grand réaliste qui est Poussin a placé non pas une lampe, mais le bol de bouillie du repas du soir, est à coup sûr une Marie. Mais c'est aussi Andromaque incliné vers Astyanax, le seul bien qui lui reste est de Troie et d'Hector, ou la Sabine de Corneille, si Sabine avait eu un fils. Et la profonde émotion religieuse qui émane de ce tableau est plutôt une émotion sacrée qu'une émotion mystique, d'autant plus entière qu'elle est plus généralisée. Nous n'avons pas affaire ici, comme si souvent dans la peinture italienne ou flamande, tantôt à une princesse de rêve, et tantôt à une nourrice plantureuse, mais dans toute la résonance un peu sévère du mot, à une mère. Dans Vénus et Adonis, ce nu au torse allongé comme celui d'une odalisque d'Ingres, a bien le même charme nonchalant, la même grâce plus belle encore que la beauté que La Fontaine prêtait à la déesse amoureuse. Toute l'œuvre de Poussin atteste le romantisme profond contenu dans cette aspiration classique vers l'absolue beauté et le classicisme toujours présent en France au milieu des fougues romantiques. Chaque peintre a ses préférences picturales. Préférence de Titien pour le velours, de Véronèse pour le satin, de Renoir pour la pulpe des fruits, de Rembrandt pour les coulées de lumière et d'ombre. Les préférences de Poussin vont au métal, au feuillage, à l'eau. Le métal chez Poussin est presque toujours l'axe même de l'œuvre, l'épée qui vibre au premier plan du Saint-Paul du Louvre, l'épée qu'Achille tire du fourreau au milieu des filles de Lycomède, le trépied, le bassin de bronze dans les deux saintes familles, le veau d'or dans le tableau de ce nom. Poussin retrouvait dans le bronze, dans l'or, ces qualités que le classicisme élève à un rang presque mystique. La stabilité, la fermeté, la durée paisible que seul le marbre pourrait aussi revendiquer. Mais le marbre fait déjà partie de l'atmosphère et du paysage, tandis que le métal extrait, façonné de main d'homme, garde une dure valeur de signe humain. La préférence pour le feuillage est également explicable. L'arbre, en effet, organise la nature, maintient un équilibre entre les pressions d'un haut et les gravitations d'un bas. Stable, doué de longévité et de silence, ce vert organisme est une architecture. L'eau, enfin, Poussin l'a surtout aimée lisse, immobile, resserrée entre des limites précises, enclose à l'intérieur des golfes, des étangs, des vases. Dans la famille au bassin, le motif de l'eau réfléchissante apparaît deux fois, à l'arrière-plan, dans la pièce d'eau au bord de laquelle avance à pas lents une figure voilée, et au premier plan, dans le bassin de bronze plein d'une eau pure, ovale et contenue. L'eau plane, l'eau miroir, l'eau qui d'elle-même tend à l'équilibre. On se souvient que dans le déluge du Louvre, l'eau épaisse et noire, la nappe étale recouvrant la terre, était bien le miroir par excellence du désespoir humain. Les figures de Poussin, ces figures souvent un peu lourdes, fortement charpentées, n'ont-elles pas cette densité que prennent les visages reflétés dans une eau sombre ? On voudrait saisir aussi cette occasion pour parler du réalisme de Poussin. La sainte Élisabeth de la Sainte Famille au bassin pourrait être une vieille mendiante italienne, et Marie n'est guère qu'une paysanne de la campagne romaine au puissant instinct maternel. Mais ce réalisme n'est pas pittoresque, il n'insiste pas.
Il est fait de scrupuleuse exactitude et non des résultats d'une lyrique à rebours. Dans la Sainte Famille au bassin, l'un des tableaux de Poussin les plus chargés, si l'on ose dire, d'un sens absolu, nous remarquons d'abord la pure composition pyramidale, les personnages adossés au lourd socle romain sans statue, le paysage presque cubique du fond reflété dans les eaux plates du lac. Nous ne découvrons qu'ensuite les éléments de réalisme familier du tableau. Le bambin qui importune Marie pour essayer de se saisir d'une serviette, l'enfant Jésus menacé d'un bain qui se rejette vers Jean. Poussin transpose d'emblée sur le plan divin une scène qui ferait ailleurs figure d'illustration ou de tableau de genre. Aucun détail humain ni local n'est sacrifié. Le visage est un vrai village italien. Cette sainte famille est une vraie famille, mais l'art de Poussin consiste à dégager de tout cela le général, l'éternel. Le thème des arbres et des eaux s'accompagne d'un autre thème cher à Poussin, celui de l'humanité. Une humanité mélancolique, certes, mais sereine. Comme dans le Narcisse du Louvre, ce roc, ces quelques troncs d'arbres à la fois majestueux et tourmentés, font contrepoids à la tristesse d'Écho et au tragique sommeil de Narcisse. Ce jeune corps ne semble pas complètement au repos, tout comme la plaintive Écho, et ainsi d'ailleurs que le veut sa légende, ce jeune rêveur paraît encore souffrir d'un désir inaccompli, ou seulement à demi accompli. De même que la bénédiction du soir dans les contemplations d'Hugo, ce chef-d'œuvre crépusculaire qui fait honte à nos plates définitions de classique et de romantique se situe au bord de l'indicible, entre le sommeil et le songe, entre la vie et la mort, entre le jour qui tombe et la nuit qui naît. Il ne reste plus ensuite qu'à explorer la seule nuit.